Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste et qui te... Voilà, on va inaugurer une nouvelle série de petites vidéos sympas, croustillantes, bigarrées, colorées, avec des guests. Voilà. Et aujourd'hui j'ai invité Luc Barra de chez Panasonic, ici présent. On est potes maintenant, Luc. Hein. Ouais. On va se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer, ouais. On l'a déjà fait, ouais. En fait, si je t'ai invité, c'est que tu reviens de Cinegear, qui est l'équivalent du micro-salon à Los Angeles, la mecque du cinéma mondial. Hollywood. Et vous avez introduit une nouvelle caméra qui, pour une fois, a un nom presque poétique. Ouais, c'est vrai. Alors, je crois bien que c'est la première fois qu'on introduit un nom. Alors, pour être exact, ce nom, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un pet name, c'est le nom du modèle. Parce que le modèle, c'est AU-EVA1. Ouais, mais elle va s'appeler Eva quand même. Mais voilà, les gens vont l'appeler Eva. Il y a déjà qui l'appellent la Varicam Mini. Ou, bon, moi, je vois pas de qui tu parles. Je vois des trucs qui traînent sur internet. Non, mais voilà, on va l'appeler la Eva, je pense. Et dans VA, il y a quand même le VA de Varicam. Et alors donc, le concept, si j'ai bien compris, c'est d'aller tailler des croupières à la concurrence, avec une caméra un petit peu plus accessible que la Varicam LT, tout en conservant une qualité d'image et une signature Panasonic qui m'est très cher, n'est-ce pas? Donc tu peux nous rappeler un peu les principales caractéristiques de la caméra? Comme tu disais, alors bon, nous le but c'est pas de tailler des croupières à la concurrence, c'est de nous installer sur un marché où effectivement il y a des concurrents, mais donc effectivement on avait un GH5, on avait une Varicam LT, il n'y avait rien entre les deux. Et il y a beaucoup de gens qui attendent des choses entre les deux. Enfin, on a vu le succès des concurrents dont tu parles. Ouais, moi j'ai le droit de le dire, toi t'as pas le droit, c'est ça? C'est marqué dans ton contrat que t'as pas le droit de dire Sony, Canon, tout ça, tu peux pas? Je vais pas vérifier, mais je vais pas tenter. Donc en fait, je fais une petite je t'interromps en fait, voilà, je suis très mal poli. Donc c'est vrai qu'en fait, elle va venir en frontal avec la FS5, FS7 de chez Sony. Et c'est vrai qu'il y a une attente de la part des gens qui sont plutôt Panasonic que Sony, parce qu'il y en a, qui ont envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans cette gamme de caméras inférieure à 10 000 euros, parce qu'au final, ça représente quand même un gros marché, j'imagine. Bah oui, en termes de volume, c'est énorme. C'est énorme. Je ne veux pas donner des chiffres précis, parce que les gens pourront regarder, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines par mois pour l'Europe. D'accord. Plusieurs centaines d'unités par mois. Donc oui, c'est un gros marché. Et effectivement, il y a beaucoup de gens pour qui le GH5, c'est pas une vraie caméra, puis c'est pas un capteur 55, et la Varicam LT, ça reste inaccessible. Donc là, c'est vraiment pile au milieu. Et ça va pas manger la Varicam LT, parce que la Varicam LT a quand même des beaux atouts. Ça va pas manger le GH5 parce que le prix est quand même la différence de prix, une grosse différence de prix. Donc on parle d'un produit qui va se situer aux alentours de 8 000 euros, c'est ça? On l'a annoncé à moins de 8 000 euros. Le prix n'est pas encore fixé parce qu'on a juste un peu au dernier moment, mais on l'a annoncé à moins de 8 000 euros. D'accord. Donc pour revenir sur les caractéristiques, on est sur un capteur qui a la même technologie que Varicam 35, Varicam Pure, Varicam LT, avec savoir le double câblage sur deux sensibilités natives. Alors c'est un nouveau capteur, c'est pas le capteur de la Varicam, c'est un nouveau capteur qui fait 5,7K. Et donc l'idée c'était d'avoir un vrai 4K en enregistrement, c'est-à-dire une image avec vraiment 2000 lignes, pas 1600, 1800, parce qu'avec un monocapteur 4K, en définitive, en ligne, le nombre de lignes à résolution qu'on peut réellement mesurer avec un oscillo, avec une mire, c'est selon la qualité du capteur, la taille c'est 1600, 1800, mais on n'arrive pas à une vraie résolution 4K de 2000 lignes, alors qu'en HD, avec du tricapteur, on avait 1000 lignes. Donc la ça, théorie et la pratique... Un truc qui est hyper important qu'il faut noter, c'est que souvent, en effet, on oublie que la débayerisation fait qu'on a une perte de définition. C'est pour ça que les capteurs, en fait, pour rappeler un petit peu la technologie, on est sur des capteurs qui à la base sont noirs et blancs,
avec une technologie dite de matrice de Bayer, du cher docteur Bayer qui est mort il y a 2-3 ans, je crois, qui permet justement de recréer en fait de la colorimétrie en simulant des pixels rouge, vert et bleu. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Et donc du coup, le fait de cette technologie, en fait, on utilise 3 pixels pour en faire 1. Donc forcément, il y a, je synthétise, je fais des gros raccourcis, je vais me faire taper dessus par les ingénieurs, mais en gros, on dit qu'on a quand même une perte de définition qui est due à cette matrice de Bayer. Donc là, l'idée, c'est que vous avez un capteur qui a un peu plus de définition, 5,7K, ce qui fait qu'en fait, en réduisant tout ça, on conserve les 2000 lignes de définition. Voilà, bah avec 5,7K, on arrive à une vraie résolution. Juste, je reviens un petit peu dessus. Il y a la résolution du fichier, c'est-à-dire si l'image contient 8 millions de pixels, grosso modo, c'est une image dite 4K. Mais dans cette image, après, il y a le nombre de points que l'œil peut voir. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on parle de ligne TV. Alors, ligne TV, c'était en HD, je ne crois pas qu'il y a l'équivalent pour la 4K, mais bon, le principe est le même. Le nombre de lignes que l'œil peut vraiment percevoir, elle devrait être de 2160, en 4K, mais on n'atteint jamais ça à cause des monocapteurs. En réalité, pour faire une image 4K, il faudrait une image 4K rouge, une image 4K verte, une image 4K bleue. Voilà. Mais sauf que là, on n'a qu'un seul capteur. Alors sur le capteur, on a un pixel rouge, un pixel vert, un pixel bleu. Et après, donc la débayerisation extrapole, regarde les pixels voisins. C'est-à-dire le pixel qui est rouge, on va lui trouver une valeur de bleu et de vert en fonction des pixels voisins. Mais tout ça, ça fait que on ne peut pas réinventer ce qu'on n'a pas capté. Donc il y a un moment, on perd de la résolution avec un monocapteur. Donc là, 3 capteurs 4K, ça serait pas réalisable. Beaucoup trop cher. Ça prendrait beaucoup de place aussi. Voilà, beaucoup de place, et puis un bloc optique devant pour séparer les couleurs qui serait très lourd, très cher, qui ferait perdre de diaph, enfin une horreur. Donc la technologie tricapteur sur du Super 35, c'est pas tellement la 4K le problème, là c'est la taille du Super 35. Tricapteur sur le Super 35, c'est pas réalisable, en tout cas aujourd'hui. Et donc on est sur un monocapteur, mais avec plus de def pour avoir une vraie def 4K. Alors du coup là il y a un truc qui me titille, parce que la grande sœur elle a pas ça, il fait combien la résolution du capteur? Oui, la grande sœur effectivement elle a un capteur 4K qui enregistre une image qui quand on mesure fait à peu près 1800 lignes. D'accord. Voilà. Donc là on va avoir un peu plus de résolution, mais ça se paye, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie. Derrière vu qu'il y a un codec qui est un peu plus faible, du coup ça... non c'est pas tellement le codec, mais c'est sur le capteur, si on met 5,7 millions... Alors, c'est pas 5,7 millions, c'est 5,7K, c'est le nombre de points sur une ligne. Donc ça fait, alors j'ai plus le chiffre, mais c'est plus de... dizaines de millions. Ça doit être un 12 millions, un truc comme ça, non? 10, 12. Peut-être même un peu plus. Je sais plus. Si on met plus de pixels, enfin plus de photosites sur la même taille de capteur, les photosites ils vont être plus petits. S'ils sont plus petits, il y aura un peu moins de dynamique, un peu moins de sensibilité. Voilà, donc la Varicam LT est grosso modo, plus le photosite est gros, mieux c'est pour tout. Enfin, il y a des choses, facilement mesurables, puis il y a des choses qui, grosso modo, on voit que l'image est mieux. Voilà. De toute façon, on sait aussi que c'est pas la résolution, la définition qui font la qualité finale de l'image, la qualité perçue en tous les cas à l'œil, en projection ou sur écran. En tous les cas, c'est vrai que c'est pas... Tout ne se fait pas uniquement dans des histoires de résolution. La colorimétrie, la dynamique, le pouvoir, les optiques, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte pour faire une bonne image. D'autant plus qu'il y a encore beaucoup de productions qui se font en HD ou 2K, où là la 4K n'est pas nécessaire. Mais bon, quand on sort une caméra aujourd'hui, on compte un peu sur le fait que la 4K va prendre de plus en plus de place et qu'il faut commencer à aller dans des résolutions importantes. Donc, il y a un truc encore dans les zones d'ombre qui n'ont pas été dévoilées, il y a juste cette histoire de double sensibilité qui on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc 800, c'est ça va être 800 et quelque chose entre... Alors, pour pas me mouiller, je dis quelque chose entre 800 et 5000. D'accord. Ça va pas être le niveau de la Varicam. Tu te mouilles pas du tout là. Non, allez, entre 1250 et 4000. D'accord. Non mais moi je le sais pas. Aujourd'hui, ils travaillent encore dessus et voilà, ils sont encore en train d'ajuster. C'est un compromis. Il y aura, je sais pas, il y aura peut-être si on fait trop, il y aura peut-être un peu trop de bruit. Si on fait trop bas, il y aura peut-être pas assez de différence.
différence entre les deux. Bon, voilà, c'est en train d'être ajusté. Les specs finales seront donnés le mi-juillet. D'accord. On attend un petit mois. Ah ok. Ouais. Donc un petit peu avant IBC. Ouais, un mois et demi, 2 mois avant IBC. Ouais. Et donc du coup, l'idée c'est quoi? Parce que vous dites automne, livraison. Octobre, ouais. Octobre. Octobre. Le mois après l'IBC, ouais. D'accord. Et la cible? C'est une question que moi je trouve un peu bête, mais je la pose quand même. Ouais, ben la cible, moi j'aime pas trop répondre à ces gens-là parce que. Enfin, ouais, aux gens qui posent cette question. Aux gens qui posent cette question. Aux enfoirés qui posent cette question. Parce que c'est eux qui font la cible, quoi. Moi je veux pas dire que cette caméra elle est faite pour un truc et pas un autre, parce que bon, honnêtement, ça va être une caméra qui va être très bien pour faire du doc, du corporate, des clips vidéo, qui va être bien pour faire même, je pense, du court-métrage, de la série, sûrement de la caméra B sur des longs métrages où on a besoin d'un drone, on a besoin d'un truc léger. Ouais. Peut-être même pour certains longs métrages, oui, des films indépendants, il y a pas des films indépendants, souvent, voilà. Moi je pense que c'est très polyvalent. Ouais. Du fait que ce soit léger aussi, c'est très polyvalent. Moi j'avoue que ça me titille, forcément. Mais il n'y a qu'un seul truc qui me gêne un peu, c'est cette histoire de monture. Ouais. À la fois je comprends totalement le choix, c'est-à-dire que vous n'alliez pas choisir une monture Sony. La monture maison a ses contraintes, mais c'est vrai, typiquement moi qui ai investi dans des objectifs en micro 4 tiers, donc j'ai une série complète, j'ai 12, 16, 25, 35, 50 et 85 en monture micro 4 tiers, tu vois, je me dis merde, fait chier, j'aurais bien aimé. Alors peut-être qu'on va avoir une petite sœur ou une déclinaison avec un plus petit capteur, mais parce que JVC a fait une caméra qui est en monture micro 4 tiers avec un capteur Super 35. Ouais, bah nous c'était un choix, c'est vraiment un choix qui vient des gens à qui on a demandé en fait. C'est vraiment une étude marketing. Les gens en gros quand on leur demande voilà une caméra à tel prix avec un capteur Super 35 ça, quelle est la monture idéale pour vous, en gros ça, et la grande majorité des gens veulent de l'EF. Voilà. C'est vrai que la monture EF est devenue un standard, et Canon a complètement inondé le marché de ce côté-là. Le truc qui moi me gêne, si tu veux, c'est que vous auriez pris par exemple la monture maison avec la possibilité de mettre des adaptateurs comme ça existe quand on a un GH5, un GH4 ou un Sony en monture E. On aurait pu, tu vois, tu peux mettre derrière du Canon EF, tu peux mettre du PL, tu peux mettre du Leica, tu peux mettre du Pentax, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Tandis que là, en fait, il y a un tirage optique qui est assez conséquent et qui réduit le champ des possibles. La seule optique que je crois qu'on peut monter sur du Canon EF sans perdre la mise au point sur l'infini, donc en respectant le tirage optique de la monture, je crois que c'est du Nikon. On doit pouvoir adapter et mettre du Nikon. Voilà. Mais typiquement, on peut pas mettre moi, j'utilise aussi beaucoup des vieux Leica ou des choses comme ça. Bah, c'est vrai. Disons que la cible était plutôt. Enfin, moi, c'est marrant, j'ai souvent le reproche opposé qui est pourquoi il n'y a pas de PL. Et bon. Ouais, le PL, c'est cher. Voilà, les optiques PL sont très chères, mais c'est aussi le calcul qu'on a fait de l'autre côté, c'est que les optiques micro 4 tiers sont plus adaptées en termes de prix à des appareils comme le GH5 et sur des appareils, parce que bon, moins de 8 000 €, ça reste quand même un truc professionnel, c'est pas le gars lambda qui va à la Fnac. L'idée c'est pas forcément avec cette nouvelle mouvance dont Panasonic, alors c'est plus la division grand public qui est responsable de ça, mais justement avec l'invention du micro 4 tiers est arrivée cette mode des métabones et de toutes les bagues diverses et variées qui font que tu peux adapter tout ce que tu veux grâce au fait qu'il y a un tirage optique qui est super faible. Donc du coup, tu vois, c'était... on nous a aussi dit quand on est sorti la F101, en fait, la réponse, c'est on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que quand on a sorti la F101, les gens ils nous disaient les adaptateurs c'est chiant, c'est jamais le bon truc, il y a toujours du jeu, on n'a jamais... Faut arrêter d'acheter des trucs à 10 balles sur eBay, quoi, ou sur Amazon, tu vois, si tu mets une monture, un adaptateur Novoflex par exemple, ok, ça vaut 100 €, mais c'est la précision germanique, quoi, donc c'est un truc qui bouge pas, il n'y a aucun jeu,
Ouais, je l'ai encore vécu tout à l'heure, j'ai fait des photos avec un Sony, donc je joue avec des vieilles optiques vintage Leica dessus, et j'ai des vieilles optiques Takumar, c'est des vieux Pentax des années 60-70 que j'adore. Bah, j'ai une monture, j'ai un adaptateur Novoflex pour mettre mes optiques Leica sur le Sony. Et j'ai acheté un truc à 15 balles sur Amazon pour le Pentax, parce que j'avais moins de budget à ce moment-là. Bah, c'est vrai que le truc à 15 balles, il y a du jeu, c'est chiant, et voilà. Et le Novoflex, rappelez-vous de cette marque, les geeks lumineux, c'est vraiment un truc, c'est du costaud. Enfin, si on veut, quand on investit sur un truc pour le long terme, en tous les cas, ça vaut le coup de mettre des sous là-dedans. Mais ouais, mais bah voilà, après c'est mon cas à moi perso, tu vois, et c'est le cas aussi certainement de pas mal d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vrai que après peut-être qu'il y aura d'autres déclinaisons. Bah oui, il y aura d'autres déclinaisons. Une AF200. Oui, je sais pas si on regardera le nom de AF200, mais là on a fait DVX200 déjà. Ouais. Mais bon, grosso modo, le EF, c'était un choix, on en était quand même assez sûr, parce que, vraiment, quand on parle aux gens, quand on parle aux revendeurs, quand on parle aux loueurs, quand on parle aux indépendants, aux utilisateurs de cette gamme de caméras, c'est pas 50-50, c'est vraiment EF, les gens disent le parc, et puis aussi dans les autres pays, parce que c'est un produit qui est distribué dans le monde entier, le parc d'optique EF est énorme. Maintenant, il y a aussi de plus en plus de fabricants d'optiques, par exemple comme Angenieux, qui ont des optiques PL avec une monture qu'on peut retirer. Monture interchangeable. Voilà, EF ou PL, donc on va pouvoir mettre des belles optiques ciné aussi sur de l'EF. Ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Ouais. Donc non, mais après, ça se comprend, enfin d'un point de vue marketing, en tous les cas, ça se comprend. Là, je te dis juste que moi, ça me fait chier. Voilà, les belles optiques Vedra, là, tu vois, je pourrais pas les utiliser. Ouais. Mais mais il y a pas mal de marques en EF aussi. Hein. Et bon, c'est pas oui, mais quand tu investis, en général, si tu veux, quand tu choisis aujourd'hui quelqu'un qui investit dans du matériel, il a plus intérêt à choisir une série d'optiques qui va garder 10, 15, 20 ans, tu vois, plutôt que et il va changer de caméra tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les ans, ou tous les 6 mois. Mais sur cette partie optique, en tous les cas, moi je me vois pas changer à ma petite échelle. Hein. Après, c'est une caméra que je louerai certainement, d'autres optiques. Et tout ça pour aller avec, mais c'est vrai que c'est... Bon, en tout cas, on va faire un mot d'excuse à Emmanuel Pamphuri de la part de Panasonic, s'il vous plaît. Parce que on aurait pu mettre du micro 4 tiers. C'est une idée, hein. Mon cas n'intéresse que moi-même. Hein. non, mais c'est une idée, tout à fait valable. Hein. Codec. Codec, eh bien, on va avoir, alors on ne donne pas encore beaucoup d'informations sur les codecs, mais ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une caméra qui enregistre en 4K en 4.2 10 bits, voilà, qui va faire du 4K à 60 images secondes. En 4.2 10 bits. Je ne sais pas. 4.2 10 bits. On fera du 4K en 4.2 10 bits, on pourra aussi faire du 4K à 60 images secondes. On va pouvoir faire un mode crop, cropper dans le capteur, et enregistrer à 240 images secondes en HD ou 2K. D'accord. Voilà. Et on a aussi prévu de faire une sortie RAW. Et dans le RAW, donc a priori, il y aura 2 modes. C'est-à-dire que soit on prend le full capteur 5,7K en RAW, ce qui fait beaucoup de données, soit on fait un crop en 4K, qui fait un truc un peu plus léger, mais avec une résolution 4K, et puis il y a un petit facteur de crop. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un truc on va enregistrer sur un enregistreur maison, ou ça va être confié au Atomos, non, le RAW, Video ça va Device, Odyssey. Ça va être les Atomos, Convergent Design, peut-être Video Device. Voilà. Et nous, dans la caméra, en revanche, on enregistre de la carte SD. Donc ça aussi, c'est une donnée intéressante, parce que c'est un média qui est pas très cher, qui est
très simple à utiliser dans n'importe quelle machine. J'imagine que ça va être quand même des cartes dernière génération capables de supporter, parce qu'on parle de 400 mégabits seconde, c'est ça? Alors maintenant, il y a une nouvelle, comment dire, une nouvelle dénomination des cartes, parce qu'il y avait les classes 4, classe 6, classe 8, puis les gens ne savaient pas trop à quoi ça correspondait. Maintenant, il y a une norme qui s'appelle V quelque chose, donc là ça va être, il faudra les V90. Disons que ça va supporter, nous le débit qu'on peut enregistrer, ça va être 400 mégabits par seconde. D'accord. Voilà. Ok. Et on aura aussi des modes, alors on aura de la VCHD, on aura de l'intra-image, et du 400 mégabits par seconde, c'est le débit, ça va être le débit max. D'accord. Et là, sur ce débit max, on sera en GOP ou sera en intra, tu sais pas? Je pense que ce sera de l'intra. Ouais, ok. GOP à 400, ça. Cool. Alors, la beautiful colorimétrie. Bon, ça, c'est pas moi qui ai écrit les specs. Je pense que ça ne... C'est sympa. C'est un argument, c'est un bon argument, ça, mais c'est pas très, on sent, mesurable. On sent que c'est un truc d'ingénieur, quoi. Tu vois, on s'est dit, si on le met pas, les gens vont penser que l'image est moche. Ouais. Et à juste titre, puisqu'on l'a pas marqué, donc on met que l'image est belle. Voilà. Bon. Et le truc de stabilisation, c'est une stabilisation vraiment électronique qui joue à l'intérieur des 5,7K ou c'est pas un capteur stabilisé? Non, ça va être une stabilisation électronique comme on pourrait le faire en post-prod, mais en direct. Alors, dans les choses intéressantes, moi aussi je reviens un peu sur le capteur 5,7K parce qu'on enregistre du 4K. En 4,5, on enregistre du 4K. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à un capteur 5,7K qui enregistrerait du 5,7K, eh ben, on aurait des fichiers en gros 40% plus lourds, mais pas plus de def. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on capte en 5,7K, on enregistre en 4K, mais on optimise, c'est-à-dire qu'on a des fichiers plus légers, mais avec la même def qu'on aurait eu en gardant tout. Voilà. Après, il y a aussi le Vlog Vegamut, ça c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs de la EVA, c'est les développeurs de la Varicam. D'accord. Donc c'est des gens qui savent faire de l'image. Et donc on a dedans donc la EVA, elle a son espace colorimétrique, c'est ce qu'on appelle le V-Gamut, Varicam Gamut, c'est le même que celui de la Varicam, et c'est un espace colorimétrique qui est encore plus grand que le BT2020, donc l'espace recommandé pour l'Ultra HD. Ouais. Qui est lui-même encore plus grand que le DCI-P3, qui est la norme en vigueur pour la projection en salle. Exactement. Et on a la courbe Vlog, c'est la même qu'on a dans le GH5 et dans toutes les Varicam. Et donc, alors, on n'a pas encore de données sur la dynamique, ça sera, ça viendra un peu plus tard. Mais on devra avoir une dynamique qui n'est pas celle de la Varicam, mais qui est très supérieure à celle du GH5. Eh ben merci Luc d'être venu jusqu'ici et d'avoir traîné le fauteuil orange. Merci Manu de ton invitation, et puis j'espère que les autres prendront soin du fauteuil comme j'en ai pris soin. Ils ont intérêt. De toute façon, on va se retrouver bientôt et j'espère pouvoir faire des tests avec cette EVA One. Et dès qu'on aura les premiers modèles de démo, on t'en prêtera un avec plaisir pour des tests. Cool. À bientôt. À bientôt.